Yeah, when he got shot. Ah ouais, ok. Ah, ok. Ouais. The Zyn tin. This is. Do you know what a Zyn is? No. These are like snus, Snus, what is this? nicotine pouches. Ah, c'est des trucs de nicotine. Every time I do this, there's always, it's like live production, so there's always a couple quirks that I have to work through, but I think we're good. Il dit c'est toujours du live, donc il y a toujours un petit. It's live production, so. Il y a toujours des petits trucs comme ça. Nice to meet you. Pleasure meeting you. Thank you so much for coming. Yes. Very excited to have you. Là, c'est démarré, là? Ouais. Yeah, we're live already. We've been live. And ladies and gentlemen, Jean-Luc Mélenchon of France Unbowed. It's me. What would I don't want to mess this up because I don't speak any French whatsoever. It's La France Insoumise? Yes. Is that good? Yes. Okay, all right, perfect. La France Insoumise, the leader of the Attends, mais French... comment ça se traduit, Left. France Insoumise? France Unbowed. Yes, Il a dit France avant. Unbowed. Ah, ok, yeah. ok. Okay. So one of the first things I wanted to talk to you about is what France Unbowed means, because we have a lot of people in my audience that are unfamiliar with French politics. So I want to get started by talking about how this party formed and what the name of it is. Il veut commencer par savoir qu'est-ce que ça veut dire la France insoumise. Beaucoup de gens dans son audience ne connaissent pas forcément la politique française. Donc qu'est-ce que ça veut dire et comment ce parti s'est formé, c'est quoi son histoire? Il va falloir que je compacte, mais nous sommes, we French are very, comme on dit, agité, un peuple agité, un peuple. We're a very agitated people. Yes, yes. Oh, we know. We see all the time with protests all the time. Alors, happening. Nous sommes capables des meilleures choses. We are able of the. We're capable of the best, Et aussi du pire. but also of the worst. Okay. Et on a du talent dans les deux domaines. And we're very talented in both domains. Oh, Also best. absolutely. Okay, Bon. I agree. Voilà. Il est d'accord. Le mouvement insoumis, ce n'est pas un parti, c'est un mouvement. The France Insoumise is referred as a movement and not a party. C'est un peu délicat, je laisse cette question de côté, d'accord? I just put this aside for now. Okay. Le fond de l'affaire, c'est que la politique en France, la scène politique a explosé. The French political scene has exploded. Les partis traditionnels se sont effondrés en même temps. Le Parti socialiste et la droite. Traditional parties just collapsed all at the same time. The Parti Socialiste, which was the center-left party, and the center-right. Comme aux États-Unis. Like in the USA. Yeah. Le Parti républicain s'est effondré, dévoré par M. Trump, et le Parti démocrate s'est effondré comme parti de gauche, dévoré, hélas, par personne. The Republican Party in the US has been eaten up by Trump, and the Democratic Party has also collapsed, the left in the Democratic Party, but unfortunately was not eaten up by anyone. Yeah. Well, Je termine juste en vous disant, nous sommes entrés avec audace sur la scène, et nous avons fait la jonction avec les mouvements populaires français. Pour résumer tout ça. We entered with great audacity on French political scene, and we made a kind of junction with the French popular social movements. Okay, perfect. We have basically two right-wing parties in America, as you're aware of. On a en gros deux partis de droite aux États-Unis, comme vous le savez. Yes. Yeah, both of our parties are right-wing. Mais ça fait plaisir d'entendre dire ça. But it's cool to hear it from an American. Parce que moi j'ai dit, on me dit Monsieur Trump a gagné contre la gauche. On me dit pourquoi la gauche a perdu. Je dis la gauche n'a pas perdu, il n'y a pas de gauche aux États-Unis. Because I was asked like, why Mr. Trump won? Why did he won against the left? And I just said no, he didn't won against the left because there is no left in the USA. Absolutely. So it's a movement more so than the traditional party system, is what you're saying. And I guess this brings me to my first question. What happened in the last election? Because it seemed like the left was able to get together with even center-left parties
and create a new popular front. And for a brief moment, there seemingly was stability, and it brought a decent amount of. It brought a victory, but then it seems to me like Macron did something unprecedented and did something undemocratic, as a matter of fact, in one of the most important countries for democracy historically, carrying on at least the liberal democratic tradition. So if you don't mind giving my audience a little bit more background into that, that would be wonderful. Ok, ça m'amène à ma première question qui est qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière élection, puisque de mon point de vue, apparemment la gauche avait réussi à s'unir, même avec certaines parties du centre-gauche, et à obtenir une victoire qui aurait pu apporter de la stabilité. Mais Macron a fait quelque chose de sans précédent et même quelque chose d'antidémocratique dans un des pays historiquement les plus importants oui. pour la démocratie. Donc est-ce que vous voudriez bien expliquer un peu ça pour les gens qui regardent? Mais vous avez fait un résumé parfait de ce qui s'est passé. Your take was perfect on what happened actually. Nous sommes... c'est incroyable. Et le monsieur Macron a eu beaucoup de cynisme, beaucoup d'audace aussi, mais au sens le plus criminel du terme. C'est du jamais vu. Vous faites une élection, nous gagnons l'élection et il décide que ce n'est pas nous qui avons gagné. Et il appelle comme Premier ministre un représentant du plus petit parti de l'Assemblée nationale, de droite. It was really incredible. Like Macron was very cynical about it. Him too had a great audacity, but more in a criminal sense of the term. It was like never seen. Like you call an election, we won the election, and then Mr. Macron has called a prime minister who's a member of the smallest party in the French National Assembly. Alors nous sommes passés à la contre-offensive dans l'Assemblée nationale. Et nous avons fait tomber le premier gouvernement qui a été nommé par M. Macron. Vas-y. We started to get on counter-attack mode in the French National Assembly, and we deposed a motion of no confidence against the first prime minister that was appointed by Mr. Macron, and we managed to fell him. Alors c'est un fait historique, parce que pour la première fois, la gauche radicale dans un pays fait tomber un gouvernement de droite sans tirer un coup de fusil ni faire un mètre de barricade. It's really an historical fact because for the first time in this country, the radical left managed to take over a government without one shot being fired and 1 meter of barricades being put. Et nous allions, dans cette contre-offensive, un gouvernement tombe, donc le suivant arrive et on a dit on va recommencer. On va faire à nouveau une motion de censure. Et là, c'est le centre-gauche qui a sauvé M. Macron, c'est-à-dire les démocrates en France, le Parti socialiste français. And then we said, well, we have to keep going this counter-attack, and so the next government was appointed by Mr. Macron. We decided that we should depose another motion of no confidence against him to also fail him. But this time it was actually the center-left that decided to not vote this motion of no confidence, and it was the center-left that saved Macron, the Parti Socialiste, which is like the equivalent of the Democratic Party. Yeah. So the question, actually, this is perfect to talk about. The question I have is about the other coalition parties under the new Popular Front. There is seemingly endless sectarian infighting that takes place on the left. Is it how is this? Is there any way to combat this? Is this a real problem, especially with the upcoming elections? What are your goals in particular? Alors du coup, je veux parler un peu des autres partis dans le nouveau Front populaire. Apparemment, il y a sans cesse des petits combats sectaires dans ce nouveau Front populaire. Est-ce que c'est un réel problème? Est-ce qu'il y a moyen de surmonter ça? Quels sont vos objectifs en particulier pour les prochaines élections? Bon.
Je pense que ce ne sont pas des petites querelles. Ce sont des questions de fond qui sont posées. Je vous donne un exemple. C'est la situation à Gaza. Nous avons, dès le début, nous nous sommes référés au droit international. Et ensuite, nous avons été présents le jour de la Cour internationale de justice. Et ensuite, nous avons condamné le génocide. Et à cause de cela, depuis le 7 octobre, nous sommes sans arrêt accusés d'antisémitisme et de tout. Et dans cette circonstance, il y a eu, nous, fermement aux côtés des Palestiniens, les socialistes, qui sont le centre-gauche, eux, dans une position n'osant rien dire. Et pour nous, cette divergence-là, par exemple, elle est considérable. Parce que si nous faisons semblant d'être des bons amis du centre-gauche au moment où ils abandonnent la population de Gaza, c'est nous qui serons rejetés aussi, et pas seulement eux. I don't think it's only a little sectarian views, but it's a real problem. I give you an example. Our position about Gaza. Us, HasanAbi, from the beginning, we referred to international law in Gaza to be restored. We were present at the International Justice Court when there was the hearing of Israel and South Africa. South Africa. We condemned the genocide happening in Gaza, and because of this, we've been since the beginning accused of everything and accused of particularly anti-Semitism. I'm familiar with that, yeah. Ouais, il connaît ça. So we stand with the Palestinian people, whereas like the Parti Socialiste, so the center left, has adopted a position where they don't say anything, they're afraid of saying anything. And for us, this... They accuse us to be anti-Semites. And yeah, they accuse us of being anti-Semites. And this difference between us is not a small one for us. Because if we make believe to be friend with those guys, it's not only them, but also us that will be rejected by all the people in France that are that have feelings for the people in Gaza. Mm-hmm. Absolutely. What are some solutions to that in terms of being able to whip the rest of the parties into shape in an effort to launch a united opposition once again when push comes to shove, especially with the very real threat of a nationalist party potentially coming into power? Quelles sont les solutions à ça? Est-ce que ça passe par essayer de reconstruire une opposition unifiée, en particulier par rapport au contexte de la menace réelle d'avoir un parti nationaliste qui arrive au pouvoir? La solution, c'est que la masse des gens dans les quartiers populaires et dans la jeunesse aillent voter. The solution resides in that the mass of the people in the youth and in popular working class areas go out to vote. Parce que l'union des partis ne suffit pas. Et dans ces partis, il y a des comportements qui sont considérés comme inacceptables par les milieux populaires, les milieux racisés, tu sais le traduire ça, les milieux de la jeunesse engagée politiquement, que ça dégoûte de voir ces partis. Et des fois qu'ils nous reprochent d'être alliés avec eux. Donc la vraie solution, c'est la démocratie. Les gens doivent aller voter. Parce que sinon, on passe son temps à faire voter n'importe quoi parce qu'on a peur. Alors comme on a peur, ah mon Dieu, on ne parle pas de ci, on ne parle pas de là, on ne répond pas à telle question, la peur, tout le temps la peur. Non, ça, nous refusons ça. Il y en a assez, on en a jusque-là. Chez vous, on vous fait voter démocrate, c'est-à-dire quelque chose qui n'a aucun sens, à cause de la peur de M. Trump. Le résultat, vous avez M. Trump. Donc nous ne ferons pas ça. C'est long, hein, notre affaire. Hey, because
uniting the parties is not enough. Because in these parties there are people that have positions that are unacceptable for large part of working class people, of immigration background people, of the youth, the young people. So the solution is really democracy. People must go out to vote. Otherwise, we just do anything or vote anything only based on fear. And we silent any subject, or we vote for the less worse only for fear. In your home country, they made you vote Democrat based on the fear of Trump, and the result of that is that you have Trump. So we won't be doing this. Yeah, no, absolutely. Speaking of my home country, I feel like Americans, with the exception of nationalist movements, Americans are broadly blind to international solidarity. American left, in particular, has completely lost the internationalist tradition, whether it be a socialist one or even any sort of solidarity whatsoever. I would say neoliberals are united across the board. They coalesce around similar goals, and the right certainly is united as well in this growing movement of fascism, from the AfD in Germany to obviously the Nationalist Party here, to Elon Musk and Donald Trump and what they're doing in the United States of America. Do you see this as a new fascist wave growing internationally, and how can the American left work to combat this? En parlant des États-Unis, j'ai l'impression que les Américains, à part ceux qui sont dans la droite nationaliste, sont très aveugles aux questions internationales et à ce qui se passe dans le monde. Même la gauche américaine a perdu la tradition internationaliste, qu'elle soit socialiste au sens radical ou même autre que ça. Les néolibéraux, quelque part, sont aussi unis. La droite est vraiment très unie, de l'AfD au Rassemblement national, en passant par Elon Musk et Donald Trump. Est-ce que vous voyez là-dedans une nouvelle vague mondiale fasciste, et comment la gauche peut y répondre aussi de manière plus internationaliste? Alors, oui, vous avez raison. La gauche aux États-Unis nous a, ignorés absolument. Nous avons eu les plus grandes difficultés pour arriver à parler avec Bernie Sanders. Là, je l'ai fait la dernière fois qu'on y a été. C'était la première fois. On lui a envoyé des lettres, on a pris des contacts. Rien. Ça ne les intéresse pas. Ils ne s'intéressent qu'aux États-Unis d'Amérique. Point. Ça, c'est la première chose. First, yes, you're right about the American left. We ourselves had very big difficulties to reach out and to meet with Bernie Sanders. I met with him last time I was in the USA, but it was the first time, and before that we had great difficulties. We sent him letters, we tried to reach out, but nothing. They were only interested in what's happening in the USA and not international. Nous avons maintenant un contact qui a été établi avec DSA, parce que c'est les seuls qui se sont intéressés à nous. We now have contact established with DSA, Democratic Socialist of America, for the reason that they are the only one that have shown an interest in us. Yeah. Bon, après, oui, il y a une vague européenne. Le reste, je ne peux pas en parler. Je ne sais pas en Asie comment c'est, en Afrique comment c'est. Mais en Europe, oui, il y a une vague fasciste. Et il faut bien comprendre pourquoi c'est comme ça. Yes, there is a European wave of fascism. I can't speak about what's happening in Asia or Africa because I know less. But in Europe, yes, there is a fascist wave, and you have to really understand why. Toute l'Union européenne, c'est des anciens partis, des anciens pays communistes, où toutes les structures sociales ont été détruites. Les structures sociales d'avant. The east of the European Union is only former communist countries where all the social structures of the past have been destroyed. Et dans l'Europe de l'Ouest, toutes les structures sociales ont été
détruite ou en cours de destruction à cause des politiques néolibérales. And in Western Europe, all the social structures have been destroyed or are being destroyed right now because of neoliberal policies. Il y a donc une agitation populaire, une tension dans toutes les sociétés. Et pour faire face, la droite a produit l'extrême droite. L'extrême droite ne tombe pas du ciel. L'extrême droite, c'est un projet, de l'argent, des dirigeants, des médias, et ils ont méthodiquement construit une extrême droite dans toute l'Europe. Pourquoi ? Pour diviser le peuple sur des bases racistes, religieuses, l'islamophobie. L'extrême droite, c'est une stratégie des dominants. Ce n'est pas un hasard de l'histoire. And to face this, so there is big tension and big social agitation around this social structure being destroyed. And to face this, the right has produced the far right. Because the far right doesn't fall from the sky. It has been built, it has money, it has its media, so it has been really constructed according to plan. And the plan is to divide the people on racial basis, on religious basis, with the growing Islamophobia in Europe. You have to see the far right as a strategy of the dominating people. Par conséquent, la riposte, ça consiste à travailler réellement pour gagner la confiance populaire. Et nous y sommes arrivés dans de très nombreux secteurs populaire de notre pays. Mais il faut travailler, pas parler. Il faut parler aussi, mais il faut aller porte après porte, toc toc toc, bonjour, nous vous proposons ceci, nous vous proposons cela. C'est-à-dire être présent et être dans les combats. La gauche institutionnelle ne fiche rien. Elle bavarde, elle dit des choses que personne ne comprend, et ça donne ce que donne ce qu'a fait Madame Kamala Harris. Elle parle à personne. To win this fight against the far right, you have to work in order to gain popular trust. So we managed to gain popular trust in some sectors of our people, but for doing this you have to work. You don't have to only talk, you have to go door after door, you have to be in the fights with the people. And here the institutional left does nothing. It's not in the fight with people, it doesn't work. It does something similar to Kamala Harris did, so that doesn't speak to anyone. Yeah. Et je veux juste terminer en vous donnant... Nous avons fait la preuve matérielle de ce que je suis en train de vous dire. Là, les quartiers où nous avons, porte après porte, fait réinscrire des gens sur le droit de voter, la liste électorale, c'est là que le Front populaire a fait ses plus gros scores et c'est là qu'a été acquise la victoire. À ces endroits-là. We have like a material proof of what I'm saying is that we see that the areas in France where we were door to door and where we had a big campaign for voter registration, it's also this area where the New Popular Front made its biggest scores, and it's in these areas that the election was won. Yeah. The left's inability or the left, the Democratic Party in America and all of the other neoliberal counterparts in Europe and their inability to combat fascism comes from the fact that sometimes it feels like they are playing the role of controlled opposition rather than showing a true vision of change, either because they are fearful of their same masters of capital, or because they're genuinely worried about disrupting the systems that they've played a role in designing. In terms of, I want to switch gears a little bit, and hold on, let me see. I have some notes here. Hein? I was gonna look up notes real quick, but as far as the instability goes, where is most of your momentum coming from?
Because I hear that there's a lot of youth backing you here in France, and also working class background people as well. Would you say that's correct? Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, lui pense l'incapacité des démocrates et de toute la gauche néolibérale européenne qui sont leurs contreparties en Europe à combattre le fascisme, c'est parce que parfois on a l'impression qu'ils se comportent plus comme une opposition contrôlée que comme quelque chose qui va proposer un réel changement. Peut-être c'est parce qu'ils ont peur des mêmes maîtres du capital que les autres, ou qu'ils ont vraiment peur de secouer le cocotier des institutions auxquelles ils participent. Mais sinon, il voulait quand même demander tout notre succès, son succès, d'où il vient en France. Lui, il entend qu'il y a beaucoup de la jeunesse qui nous soutient et de gens de secteurs populaires, d'origine populaire. Est-ce que tu dirais que c'est vrai? I guess the question is, who is demanding radical change in France? Qui en fait, en France, demande, quels groupes sociaux demandent un changement radical? D'abord, je veux répondre sur le centre-gauche. First, I want to say something about center-left. Moi, je ne veux pas être une vision simpliste, accusatoire, je ne sais pas comment on dit ça en anglais, accusatoire, I don't want to have a simplistic vision or to just being someone that accuse others. Le centre-gauche, les partis socialistes, le parti démocrate, tous ont en commun leur doctrine, leur logiciel est le suivant. Si le capitalisme doit bien fonctionner. S'il fonctionne bien, on pourra avoir des avantages pour les travailleurs. Voilà le raisonnement. Ils n'ont pas vu que le capitalisme a changé, ils ne partagent plus rien. Avant, vous faites la grève, vous savez où habite votre patron. Aujourd'hui, vous faites la grève, vous ne savez pas où est le patron. C'est un fonds transnational, bon. Premier exemple. Deuxième élément, le logiciel social-démocrate est aberrant. Parce que pour que ça marche, il faut produire sans cesse plus, vendre sans cesse plus, comme s'il n'y avait pas de crise écologique. Ce qui m'a frappé quand je suis allé aux États-Unis, c'est que personne, dans les gauches que j'ai rencontrées, ne m'a parlé un instant de la crise écologique et du danger majeur pour la civilisation humaine. Personne. J'ai eu l'impression qu'on vivait dans le passé, à une autre époque. So, what the center-left parties have in common, it's that they share a doctrine. That is one, capitalism has to function well, and that is, if it's functioning well, we can have advantages for the workers. That's a vision of the past that didn't see that capitalism has changed. In the past, when you went on strike, you knew who the boss, who the CEO was. Today, when you go on strike, you don't even know who the CEO was. It's like an international fund, an hedge fund that you don't know. And second, their doctrine, this doctrine of the center left, says that you have to produce more and always more, and consume more and always more. And it's as they didn't know that the ecological crisis was happening. I was very, very struck that during my stay in the USA, nobody, even from the left, said anything to me about the ecological crisis. It was like it didn't existed. I felt like we were living in the past. Yeah. So that actually brings me to my second point that I wanted to ask. What are some of the biggest crises that the French population is facing right now, and how do you want to address that? Donc, quelles sont les plus grosses crises que le peuple français fait face? Nous sommes un peuple qui est défini, qui s'est constitué autour de son État et de ses services publics. Le néolibéralisme détruit l'État et détruit les services publics pour qu'ils soient remplacés par des services privés. Par conséquent, c'est toute la population française qui est frappée.
Et c'est même l'identité du pays qui est mise en cause. C'est pourquoi la crise est si profonde et pourquoi il y a une colère qui est aussi répandue et des fois elle porte sur tout. Prenons un exemple. En France, nous avions le meilleur système de santé du monde. Aujourd'hui, vous pouvez mourir à l'hôpital en attendant d'être soigné. Nous étions parmi les premiers pays du monde pour la santé des enfants. Nous sommes maintenant 23e sur 27 pour la mortalité infantile. Nous vivons une catastrophe du mode de vie, de la manière de vivre des Français. Et c'est pourquoi la situation paraît si incroyable à tout le monde. Tout le monde est concerné. Les trains n'arrivent plus à l'heure, l'hôpital ne marche pas, l'école ne marche plus. On a l'impression que le sol, la vie de tous les jours se disloque. C'est pourquoi il y a une base très, 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 très profonde d'opposition au pouvoir des néolibéraux, quel qu'il soit. We as a French people have constructed ourselves around the states and the public services. And neoliberalism just destroys the states, it destroys public services. And so it's all the French population that is struck, and even in its core identity. It's a very deep crisis, and that's why there is so much anger in the French people that is on so much issues. For example, we used to be one of the best healthcare system in the world, and today in French hospital you can die waiting for care. Waiting. Yeah. We had the best reputation for health for children, and today we are the 23rd European country out of 27 for infant mortality. So it's really a catastrophe for our entire way of life, and it seems incredible for everyone that trains are not on time anymore, that schools, public schools don't work anymore, that our hospitals don't work anymore. So it's the French everyday life that seems being collapsing, and that's why there is such a broad social basis for radical change. Do French people recognize that it is austerity that has caused their living conditions to collapse as opposed to previous generations? Or are they also falling to the mercy of reactionary propaganda and falling to the whims of right-wing nationalist parties, especially when there is no viable, in their eyes, up until recently, no real viable socialist alternative? Est-ce que les Français reconnaissent que c'est l'austérité qui est la cause de leurs maux, ou bien est-ce qu'ils tombent aussi dans la propagande réactionnaire qui accuse d'autres pour ces maux, spécialement à l'époque, c'est-à-dire avant notre émergence, où il n'y avait pas vraiment d'alternative de gauche radicale pour faire face. Oui, vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. C'est ça qui s'est passé. Et ça s'est passé dans tous les pays de l'Europe de l'Ouest. Les gens ont vécu, ils ont compris que toute leur vie était agressée et personne ne leur dit quoi faire. Sinon, il faut travailler encore, il faut produire davantage. Et s'il y a des problèmes, c'est à cause des Arabes, c'est à cause des musulmans, c'est à cause des immigrés. Oui, ça a marché, ils n'ont fait que ça pendant 10 ans. Vous savez, l'extrême droite en France, ça fait 56 ans que le parti de M. Le Pen existe. Nous, ça fait même pas 10 ans. Même pas 10 ans. Ouais. Yeah, you're absolutely right. This is what happened, and it happened in all Western Europe countries. Yeah. People have seen all their life being under attack, and no one told them what to do, apart from you have to work more, you have to produce more, and everything is the fault of the Arabs, everything is the fault of the Muslims, everything is the fault of the migrants. And they've been doing this for actually for decades. You know that the Rassemblement National, the nationalist French party, is around from 56 years, and we've been around less than 10 years. Yeah. Et quand
les gens ordinaires ne regardent la télé, ils voient les partis de la gauche traditionnelle, et les partis de la gauche traditionnelle leur disent il faut être raisonnable, il n'y a pas d'argent, nous le comprenons, il faut faire des efforts. C'est-à-dire que la gauche traditionnelle, pour des gens qui écoutent de loin, dit la même chose que la droite. Donc, dans tous ces pays, la seule alternative, ça a été de se tourner vers l'extrême droite. C'est vous qui avez raison. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé aussi bien dans l'ancienne Europe de l'Est que l'Europe de l'Ouest. Mais pour renverser, il faut être clair, net, précis. Il faut dire, c'est tout ce système que nous rejetons, et surtout, il faut être concret. C'est-à-dire, il faut dire comment on va le faire, avec quelles mesures, que les gens comprennent. Donc, il faut travailler les programmes, réfléchir aux solutions, et ne jamais laisser un mètre de terrain aux autres. When ordinary people watch TV in Europe, they see the traditional left parties saying to them, we have to be reasonable because there is no money, we have to make more efforts. So if you're looking a bit from far away, you're actually seeing that traditional left and traditional right are saying basically the same thing. So what people thought is that the far right was actually the only alternative to the system. So to change this situation, you have to be very clear. You have to be very clear that you are an anti-system, that you are against this system, and you have also to be very concrete in order to work on concrete propositions and to work on the program. Okay, I have a suggestion. It seems like France is becoming more like America. So here's a slogan. You just say, don't become like America. Il a une suggestion. On dirait que la France devient de plus en plus comme les États-Unis. Donc il nous propose un slogan qui serait « Ne devenez pas les États-Unis ». Oui, mais c'est pour ça que des gens comme lui sont importants. This is why people like you are very important for us. Pour nous. I try. Il essaye. Mais ça va le faire. But we're gonna make it. I hope so. J'espère. Bon, Okay. on a fait le tour là, non? Oh, by the way, we can keep going for as long as you guys want to. I don't want to keep you if you have any other commitments. Have you read my book? I have not yet. Je lui donne. So this is a my book that you gift. wrote. Thank you so much. This is a book that you wrote that you now translate to English recently, right? Am I getting that correctly, or C'est is ça, this? c'est un livre que tu as écrit et qui a été traduit récemment en anglais. Oui, et Yeah. qui vient. C'est pour ça que je suis allé aux États-Unis. That's why he went to New Yeah. York. So that's what I was going to ask you about. So they say you're an incredible orator and you love talking. I do too. And a lot of my friends that actually listened to your speeches, they loved it. They thought it was amazing. But let me ask you, what was the most surprising thing about your visit to America? Qu'est-ce qui était le plus surprenant quand tu as visité les États-Unis? Avant ça, il a dit que tu étais un super bon orateur. Non, tu mais n'assumais pas. j'ai juste vu New York, quelques rues. Dis-lui. I only saw New York City and not a lot of streets even of New York City. Je vous parle franchement. Honestly. Pour moi, les États-Unis d'Amérique, là deviennent tous nos ennuis. For me, the United States of America is the place where all the troubles come from. Et It's true. c'est la deuxième fois que j'y vais. The second time that I was there. Yeah. La première fois The first time I was like, Uh-huh. et la deuxième, je suis obligé de l'avouer, and the second time, I have to confess, ça m'a plu. I liked it. Oh, okay. New York. Okay, just New York. What was Je connais it? pas le reste. What did you? Was it the food? Did you have anything crazy when you were there? Est-ce que c'est la nourriture qui t'a plu? Est-ce que tu as eu des trucs de Ah fou? non, la nourriture. No, not the food. Non, mais il y avait des très bons restaurants italiens et français. We found very good Italian and French restaurants in New Mais York. personne ne va au magasin à New York. But no one goes to the stores in New York? No. Ça n'arrête pas de livrer des colis partout. It seems like everything is being delivered everywhere. Yeah, that's what It's happens very when you strange have for us.
That's what happens when you have a servile underclass that is a part of the gig economy because there's no jobs. C'est ce qui arrive quand il y a une sous-classe qui ne fait que survivre dans cette Oui. économie ubérisée. Oui, on me l'a dit, on me l'a dit. Et nous, on commence aussi à vivre comme ça. And that it's starting to be like this in France too. Yeah. Mais si nous gagnons ici, If we win there, on viendra vous donner un coup de main. we will help you here in America. I hope. I hope so. What you've described about Bernie Sanders, I've heard from other socialist and communist politicians as well. I talked to Ofer Kasif from Israel, minister of the Knesset. He was recently barred, and he kept ringing the alarm bells leading up to October 7. He's a part of Habash, and he's an anti-Zionist. And one of the things that he brought up to me was exactly what you said, where he was trying to reach out to Bernie Sanders' office ahead of time, talking about the escalating attacks in the West Bank and how much that was most likely radicalizing the people in Gaza and how that would most likely create retaliation before October 7. And unfortunately, Bernie had not heeded those calls at all. And hopefully this is something that we can address and have a more internationalist perspective on the left in the United States of America as well, considering the damage that we do to the rest of the world. Ouais, il dit que ce que tu as dit sur Bernie Sanders, c'est des choses que lui ont dit d'autres leaders de gauche radicale ou de partis communistes dans le monde qu'il a rencontrés. Et là, il parlait d'un député de la Knesset qui est membre du Parti communiste israélien, donc qui est antisioniste, et qui, dans les années avant le 7 octobre, avait essayé comme nous, avait essayé de rencontrer Bernie Sanders et tout, et surtout avait une analyse qui alertait sur le fait que l'agressivité grandissante d'Israël à l'encontre des Palestiniens dans la Cisjordanie allait aussi créer des répercussions et des répercussions qui pouvaient être terribles, comme l'a été le 7 octobre, mais bon, il n'avait pas réussi à contacter Bernie Sanders, ce qui est dommage à son avis. Il espère que la gauche américaine pourrait surmonter ça, devenir plus internationaliste dans le futur. Mais vous avez quand même de la chance aux États-Unis parce que la communauté juive américaine est restée une communauté ouverte, avec des contradictions, avec des points de vue différents, des fois des chocs. Et donc, il y a eu la possibilité d'entendre une parole de la communauté qui ne partage pas le crime. Et ça vous permet plus facilement d'expliquer que ce n'est pas la même chose, juif et israélien. Ce n'est pas la même chose. Et que on peut donc arriver à vivre plus normalement dans nos pays. Nous, en France, malheureusement, il n'y a eu qu'un seul point de vue. Tous ceux qui étaient contre ce qui se passait à Gaza ont été qualifiés d'antisémites. Point final. Et aucune discussion possible avec quelques secteurs de la communauté, quelques organisations courageuses, mais très petites et surtout très persécutées. Et il y a eu un blackout sur toute opposition à ce qui se passait à Gaza. Et maintenant, ça c'est la première chose que je veux lui dire. One chance that you have in the USA, I think, is that the Jewish community in the USA has stayed an open community with a lot of contradiction inside it, different points of views, and there was the possibility in the USA to hear a Jewish point of view against the crime of Netanyahu in Gaza. And so it was easier to explain to everyone that Jewish and Israeli are two separate and different things. In France, there was only one point of view that was accepted, and everyone that was against the crime in Gaza was called an anti-Semite. There are only in the French Jewish community small and very brave organizations that oppose the crime, but for the rest was kind of a blackout on the opposition of the Netanyahu crimes in Gaza. Et la deuxième chose, c'est que beaucoup de politiciens se croient habiles en faisant du clientélisme
à l'égard des partisans de M. Netanyahou. Donc ils se disent faisons attention, ne nous affrontons pas. Bon, et ils ratent une occasion d'éducation populaire de masse. Parce que dans notre pratique à nous, nous considérons que toutes les crises sont des occasions d'éducation populaire de masse. Et pour résumer notre stratégie, je vais me référer à Chavez, je pense que ça va me valoir quelques ennuis dans votre pays. Et lui disait, nous ne construisons pas un parti révolutionnaire. Nous construisons un peuple révolutionnaire. Et pour qu'il y ait un peuple révolutionnaire, il faut qu'il puisse s'éduquer dans les événements. Donc on lui dise ce qu'il se passe et qu'il soit en quelque sorte presque obligé de choisir. Voilà ce qu'il faut faire. And also, there's a lot of politicians that think that they are very smart in being very in trying to gain the votes of the support of Netanyahu here in France or in other countries. So they don't want to offend them. They don't want to defend Gaza too much. And in doing so, they miss an occasion for popular mass education. Because we think that every crisis is also an opportunity for popular mass education. And I'm going to quote Hugo Chavez. Maybe it's going to make me in trouble in your country. Not in my audience. Mais pas dans les gens qui le regardent. Yeah. He said that we are not building a revolutionary party, we are building a revolutionary people. And in order to build a revolutionary people, we have to do this mass education at all times. Oh, absolutely. Speaking of foreign policy, it feels like Macron has sidestepped domestic affairs due to unprecedented unpopularity and has now repositioned himself as a foreign policy leader for France instead of completely stepping away from politics and waiting out the end of his term. He's now seemingly making himself more present in the international stage as he speaks out against Donald Trump and offers support to Ukraine, even saying things such as potentially sending troops to Ukraine. But outside of that, he seemingly has taken some notes from more radical elements in French society, considering that his pivot on Gaza has been shocking, to say the least. He has been very critical of Israel as of the last couple of months. Do you feel like this is insincere, or do you think this is a real change of heart? Is this just more Macron trickery? What's going on there? Juste en parlant de politique étrangère, on a l'impression que Macron s'est un peu retiré de la politique intérieure en France à cause d'une impopularité sans précédent, mais que du coup, plutôt que d'attendre la fin de son mandat, il est devenu plus un leader de politique étrangère en France, qui se fait plus voir sur la scène étrangère. Bon, il y a par exemple le fait que sur l'Ukraine, il a essayé de prendre le contre-pied de Trump, même en disant des trucs un peu fous comme d'envoyer des troupes. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur d'autres dossiers, on a l'impression qu'il a été influencé, qu'il a pris en compte en tout cas des avis plus radicaux dans le peuple français, parce que par exemple son pivot qu'il a fait sur Gaza était très choquant, enfin très étonnant pour le moins qu'on puisse dire. Comment vous voyez ça? Il a été ces dernières semaines plus critique d'Israël qu'il ne l'avait été avant. Est-ce que c'est insincère pour vous? Est-ce qu'il a vraiment eu un changement d'avis? Est-ce que c'est un truc de Macron encore? Trucage. Dans la période récente, en effet, il a tenu un point de vue plus critique à l'égard de Netanyahou. Mais nous l'avons connu, nous, 2 jours après le 7 octobre, proposant de faire une coalition internationale comme contre Daesh. C'est-à-dire qu'il proposait d'entrer en guerre contre Hamas et contre la population palestinienne. Donc maintenant, nous le voyons dire d'autres choses. On peut se demander en effet pourquoi. Mais il y a une raison, c'est que massivement, les Français sont hostiles à la politique de M. Netanyahou. Massivement.
Et on ne peut pas... Il est déjà impopulaire pour des raisons intérieures. Il essaye d'être... Il ne peut pas se payer le luxe d'être aussi impopulaire pour des raisons internationales. It's true that in the recent period he has expressed a more critical point of view towards Netanyahu, but we also have known here in France the Macron that 2 days after October 7th was proposing an ISIS-like international coalition, an international coalition like the one that was against ISIS to help Netanyahu. And so it was proposing that France would go to war against the Palestinian people. Now he's saying a different thing. The question is why he's saying that. And there is a reason, is that the French people are massively hostile to Netanyahu international and policies in Gaza. So Macron, that is already really unpopular for domestic reasons, does not have the luxury to be on top of that, unpopular for international reasons. Yeah. Mais l'Europe tout entière est couchée devant Trump. Ils gesticulent, ils parlent un peu, mais ils ne font rien. Et ils ont décidé de voter des budgets d'armement au niveau où Trump avait exigé qu'ils les votent. Par conséquent, le président Macron n'a aucune influence sur cette situation. Et ça, pour nous, c'est un problème, pour nous les Français, parce que on peut se demander si nous avons la capacité d'agir de manière efficace en étant enfermés dans un club comme l'Union européenne. Ou bien si nous devons agir pour notre propre compte dans le domaine des affaires étrangères. Parce que vous savez, en Europe, il y a un ministre des Affaires étrangères, mais il n'y a pas de politique européenne commune sur les affaires étrangères. Deuxièmement, il y a un commissaire chargé de la défense pour l'Europe, mais ça ne fait pas partie des compétences de l'Union européenne. Donc tout ça est une ambiance absolument irréelle. Il reste que les États de l'Europe veulent être membres de l'OTAN et font ce que Trump leur dit de faire. Est-ce que vous vous rendez compte que M. Trump a menacé 2 de nos amis et alliés de toujours, le Mexique et le Canada, et personne n'a rien dit? M. Trump menace d'envahir le Groenland, qui normalement appartient à un pays de l'Europe, et personne ne dit rien. Tout ça est une comédie. But you have to know that all European Union states have been really submitted to Trump. They talk a little bit, they agitate themselves a little bit, but in the end they're really submitted. Because they decided to vote for a budget fund, for arms fund, at the levels that are the demands of Donald Trump. And Macron doesn't have any influence on this situation, which is a problem for us French, because we have to ask ourselves, are we able to act in an effective way being inside a club like the European Union? Should we act for our own self when it comes to international affairs? Because in Europe there is a kind of ministry for international affairs, but there is no common policies for international. There is a commissioner, a guy in the European Commission for defense, but there is not a common defense policy in Europe. So that doesn't make any sense. But European states, bottom line, want to be a part of NATO, and so that's why they submitted to Donald Trump. One example is that Donald Trump has threatened 2 of very good friends and allies of Europe, which are Mexico and Canada, and no one spoke up in Europe. This is incredible. Donald Trump threatened Greenland, which is supposed to be a part of a European Union country, Denmark, and no one really spoke up in Europe.
Yeah. No, there's no sovereignty for European nations as long as the NATO regime exists in the ways that it does. There's no sovereignty for European nations as long as America keeps dominating Europe. And I feel like this is something that right-wing parties, reactionary parties actually identify and criticize, even if they have no interest in breaking through that hegemony. But they will use that, as we've seen, as the right-wing parties did in the UK, where they talked about British sovereignty and how they must exit. They must do a Brexit. They must exit the European Union. Or even I think Meloni, when she was running, spoke out against the European Union, and of course very quickly reaffirmed her position as being pro-NATO once she actually won power in Italy. But of course, given the history of NATO, a right-wing fascist would be very very accepting of NATO control in her country, considering that that's how they got any motion in Italy to begin with. But yeah, this is an angle of attack. The way to communicate on this could be from the perspective of sovereignty for European nations and independence. Et c'est vrai, donc il dit, de son point de vue, il ne peut pas y avoir de réelle souveraineté pour les nations européennes tant que l'OTAN existe sous cette forme, et il ne peut pas y avoir de réelle souveraineté pour les nations européennes tant que l'hégémonie des États-Unis existe sous cette forme. Et il a l'impression que ce problème de souveraineté est aussi une brèche à l'intérieur de laquelle des partis nationalistes se sont engouffrés, même si à la fin ils n'ont pas vraiment d'intérêt pour briser cette hégémonie. Ils vont prendre quand même ce thème de la souveraineté, comme l'a fait l'extrême droite au Royaume-Uni, par exemple, au moment du Brexit. Même Meloni, pendant sa campagne, il croit, avait parlé contre l'Union européenne, avant de, une fois au pouvoir, se réaffirmer comme une grande défenseuse de l'OTAN. Oui, et surtout, il faut bien comprendre... pardon. Ils savent tous la vérité. La vérité, c'est que la prochaine guerre, c'est contre la Chine. C'est ça qui préoccupe Trump et les secteurs dirigeants aux États-Unis d'Amérique. Et donc, ils préparent tous, ils écrivent, ils font des résolutions dans le Parlement européen, ils signent des textes dans le cadre de l'OTAN ou des rencontres internationales qui toutes désignent la Chine comme adversaire. Pas Poutine et la Russie, la Chine. Et nous avons, nous, le sentiment que c'est cette guerre-là qu'ils préparent. Et donc, pour l'instant, ils se préparent à être à nouveau tous d'accord avec les États-Unis d'Amérique. C'est ça qu'ils préparent. Ils ne préparent pas l'affirmation de la souveraineté, de je sais pas quoi, rien de tout ça. Rien de tout ça. Ils sont en train de préparer comment ils vont être avec les États-Unis d'Amérique contre la Chine, point final. Ils n'ont aucune volonté particulière. Ils n'ont pas de volonté. Ça, c'est sûr. And they all know the truth. The truth is that the next war of the USA is against China. That's what Trump and the ruling class in the USA is actively preparing for. And, et les démocrates sont d'accord. And the Democratic Party also agrees with this. And so the European leaders are all preparing for this. They are voting resolution in the European Parliament against this. They are signing text in NATO meetings or international meetings that are all appointing China as the opponent, not Putin and Russia, but China. They are actually preparing themselves to be once again in accordance, to agree once again with America. They are not preparing themselves for sovereignty or anything else. They're preparing themselves to be against China with America. They have no proper will. Yeah, that's actually really interesting because there is also economic warfare where Europe is the biggest, out of all of the Western powers, out of all of the global North nations, European countries are stuck between China and America and stand to lose the most from America's ambitions against China. Instead of trying to cut new deals with China and find a new way to engage in global cooperation, it seems like
Europe is willing to take economic damage in the short term with the hopes that American hegemony will continue. C'est aussi la question de la guerre économique. L'Europe est une région du monde qui en fait est coincée entre les États-Unis et la Chine et qui a le plus à perdre en fait de la guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Et on a l'impression que les Européens, au lieu d'essayer de négocier eux-mêmes d'autres ou de meilleurs accords avec la Chine ou de s'engager dans une autre coopération commerciale dans le monde, est prête à accepter de prendre des coups sur son économie dans l'espoir qu'au long terme, l'hégémonie américaine va continuer. Dis-lui qu'il est le premier Américain que j'entends qui dit des choses sensées. You're the first American person he hears that says sensitive things. I mean, it's true. Et ben, nous sommes absolument d'accord We are in complete accordance sur ce qu'il vient de dire. on what you just Et said. nous pensons, je pense pour ma part, que les démocrates étaient plus sournois. Non, disons plus enjôleurs. He's saying that the Democratic Party was more, I don't know how to traduce this word, they're more like What's the word? Kind. sournois, With the European. more like kind of, I don't know how to say that. They have not a brutal approach, but they have more kind of soft approach to the Soft-handed. China Mais problem. Trump est ouvertement en train de vassaliser l'Europe. Trump is openly making Europe his vassals. Oh yeah, absolutely. Il dit, vous allez tous mettre 5% de votre richesse pour acheter des armes. He says you have every one of you have to put 5% of your GDP to Yeah. buy arms, C'est pas des armes françaises qu'ils vont acheter. but they're not going to buy French arms. Ils vont acheter des armes They're américaines. going Oh, to of buy course. American, Des F-35. arms like F-35. Yeah. Il n'y a pas un F-35 qui décolle simplement si les États-Unis ne veulent pas. But an F-35 fighter jet, to take this example, cannot work if the American president does not agree. Eh Yeah. bien, aussitôt, Madame von der Leyen a fait voter un budget global de 850 milliards d'euros. C'est exactement la somme demandée par Trump. And Ursula von der Leyen, who is the president of the European Commission, has put to vote an 800 billion plan for armament in Europe, which is exactly the sum that was asked by Donald Trump. Nous sommes même autorisés à faire des nouvelles dettes We are even authorized to do new debts pour for acheter this, des armes. to buy arms. Yeah. Alors, est-ce que vous vous rendez compte le cynisme, la brutalité de ça? This is very cynical, very brutal. On ne peut pas faire de dettes ou avoir de l'argent pour l'éducation, pour la santé, pour les arts, pour la culture, mais pour des armes, oui, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. We are not authorized to make new public debts for healthcare, for education, for culture, for arts. But for arms, yes, and we are authorized to spend a lot of money. C'est pourquoi vous avez raison, les Européens sont déjà prêts à obéir. Mais ils vont se laisser entraîner dans un affrontement avec la Chine qui n'a pas de sens, parce que le futur, c'est de discuter avec les Chinois, d'avoir un accord avec eux, de négocier. Ça n'a pas de sens de s'opposer à la première nation productive du monde dans un choc militaire. Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Pourquoi? Quel est le problème avec la Chine? Monsieur Trump vient et il se comporte d'une manière incroyable. Il dit, vous allez nous acheter davantage. On croyait que c'était le libre marché. D'où il a eu l'idée qu'il va nous obliger à acheter quelque chose des Américains. Mais qu'est-ce que vous produisez qu'on peut vous acheter à part des armes? But you're absolutely right that the European leaders are already ready to obey. They are going to let them be thrown in an opposition with China that doesn't have any sense for Europe. For Europe, the future is rather to negotiate, to reach a deal with China, because China is the first productive power
So a military opposition with them just doesn't have any sense for Europeans. Donald Trump wants to make us, to force us to buy stuff from America. But wasn't America for free trade and free free competition? And what does America produce that we can buy? Like Guns. Guns, yeah. And salmonella chicken. Et des poulets à la salmonelle. Yeah. Salmonella chicken, guns, and hormone beef. Et That's du it. bœuf aux hormones. Ouais, exactement. Mais c'est lui qui le dit, hein. Vous n'allez pas pouvoir revenir aux États-Unis, vous. He says you won't be able to go back to the USA, maybe. Trump will send you to Guantanamo. We shall see. That is actually a real worry. They have started detaining American citizens as well at the border. I'm an American citizen, but they look through your phone and everything. We don't have a constitution before you enter the border. So that's a real fear that I have right now as I return tomorrow to the country. En fait, c'est vraiment une inquiétude qu'ils ont parce qu'ils ont commencé maintenant, ce qui est exceptionnel, à détenir des citoyens américains aussi à la frontière, à fouiller leur téléphone et leur matériel électronique parce que, en gros, ils ont utilisé l'argument que même les citoyens américains, comme lui qui est citoyen américain, n'ont pas leur droit constitutionnel avant d'entrer, avant de traverser la frontière, donc ils peuvent. Donc c'est en fait une inquiétude qu'il a pour. They're gonna see this in my bag and say radical. Ils vont voir ça dans You're son going sac, to ils vont jail. dire radical. Mais quand nous avons été à New York, ça nous a beaucoup impressionnés. Moi, j'avais l'impression de me retrouver dans un petit peu, vous voyez, plus ou moins l'ambiance de l'URSS avant. Les gens, des Français, avaient peur de venir aux réunions où je me trouvais. Et ils nous ont envoyé des messages pour dire nous avons peur d'être expulsés ou d'être arrêtés, nous ne venons pas, mais nous vous aimons beaucoup. Mais jamais je n'aurais imaginé voir une chose pareille aux États-Unis d'Amérique. Jamais. I was very impressed in New York. It reminded me a bit, not entirely, but a bit of the atmosphere that were in USSR actually, because like when we did like a meeting with French from France Insoumise living in New York, there were a lot of people that were afraid to come, French people that were afraid to come, that sent us message to say that they wouldn't be attending because they were afraid of being spotted and then detained and deported, etc. Yeah. No, that's real. That's a very real thing. 1,700 students had their visas revoked for protesting against Israel or for other erroneous reasons like parking tickets. But very incompetently, a lot of those visas were restored immediately afterwards. 1,700. 1700 visas, ils ont révoqué quand même d'étudiants à cause d'activités dans le mouvement pro-Palestine ou pour des faux motifs comme des trucs de parking, des contraventions de parking. D'accord. Oui, mais dans toutes les dictatures, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ça paraît très curieux. Enfin bon, bref, ok, oui. C'est tragique de voir ça. C'est tragique. It's very tragic to see this. Yeah. Et vous savez, quand on parlait avec les Canadiens, dites-lui ça, les gens étaient scandalisés de voir que personne ne réagissait à la menace d'agression. When we spoke with the Canadians, people were really outraged to see that nobody was really reacting to the threats of invasion of Canada. Yeah. Et quand M. Trump dit qu'il veut faire intervenir l'armée au Mexique, l'armée américaine au Mexique, c'est incroyable. Je crois qu'il n'a jamais lu un livre d'histoire. When Mr. Trump says that he wants the U.S. Army to intervene on Mexican soil, it's really incredible. I think he never read any storybook. Peut-être qu'il ne sait pas que les États-Unis ont déjà volé la moitié du Mexique. Maybe he doesn't know that the USA already stole half of Mexican territory. Et les gens sont comme ça, de rage. And people are really enraged in Mexico. Yeah. Yeah, America's become a belligerent bully on the global stage. And one thing I always try to stress, because people will say, Hasan, you're anti-American. And the thing that I always try to explain to them is that there is a different way, there is an alternative, and that all of this war and destruction is not even beneficial for the American working class. Even if it was, it still would be immoral and abhorrent. But on top of that,
it's simply profit seeking for the sake of profit seeking for owners of capital, rather than any sort of redistributive policies that end up making its way to some of the poorest aspects of American society. And I feel like a similar structure here in France is also ever present. Oui, c'est vrai que donc, les États-Unis sont devenus encore plus une puissance belligérante, agressive au niveau global. Et souvent, pour répondre aux gens qui me disent Hassan, tu es anti-américain, je leur dis non, mais il y aurait une alternative à ça, c'est pas la seule façon d'être américain. Toute cette guerre et cette destruction, en plus, ne profite même pas à la classe ouvrière américaine. Je veux dire, même si ça profitait à la classe ouvrière américaine, ce serait toujours immoral. Mais en plus de ça, tout est aspiré pour de profit de certains capitalistes et rien ne revient dans une redistribution dans la société américaine. Mais c'est insupportable comme accusation. Parce que moi non plus, je ne suis pas anti-américain, ça n'a pas de sens. J'aime la littérature américaine et je me suis formé mon esprit en lisant de grands auteurs nord-américains. Bon, j'ai regardé du cinéma américain, je connais des personnes et je suis sûr que les États-Unis d'Amérique, c'est pas Monsieur Trump et tous ses clones, et 400 millions de clones de Trump, nous le savons. Mais il n'y a pas de voix. On n'entend pas quelqu'un, un Américain, dire « Écoutez, nous n'avons rien à voir avec tout ça. Nous respectons le Danemark, nous respectons le Canada, nous respectons le Mexique. Nous n'avons pas l'intention d'obliger les Européens à nous acheter quoi que ce soit. » Une parole libre ça nous rassurerait, ça nous ferait du bien. Et en même temps, ça faciliterait l'internationalisme. Mais vu de loin, on a l'impression que aux États-Unis, il y a Monsieur Trump, quelque part des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais c'est tout. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Ça, c'est insupportable. C'est comme si on est contre M. Netanyahou, donc on est antisémite. Si on est contre M. Trump, alors on est anti-américain. C'est une simplification grossière qui empêche de penser. Yeah, it's not acceptable, this kind of accusation. Me neither, actually. I'm not an anti-American. I love American literature, for example. In my youth, I constructed myself with some great American writers. I saw, of course, American cinema. I know American people. I'm not anti-American. I know that in America it's not Trump and 400 million clones of him. But the problem is that there is no powerful enough voice that says something alternative to Trump, that says that we don't have anything to do with this. We respect Denmark, we respect Mexico, we respect Canada. We don't want to force anything on Europe. And if there was such a very powerful voice that said that, it would be easier for also internationalist ties to create. Because from our perspective, far away, it seems like there is Mr. Trump, and somewhere in the landscape, in the corner, there are people that don't agree with Trump, but we don't know really why. There is no powerful voice enough. Mais les dirigeants de la gauche radicale aux États-Unis devraient s'emparer de ces questions. Il faut qu'il y ait une autre voix des États-Unis. Nous avons compris que la voix de M. Macron affaiblissait la France et donnait de nous une image terrible. On a donc tiré la conclusion de ça. Je suis allé au Liban avant l'invasion de M. Netanyahou. Je suis allé en République démocratique du Congo au moment de l'invasion par le Rwanda. Et ainsi de suite. Là, je suis allé au Canada, qui est menacé par les États-Unis d'Amérique. Chaque fois pour dire, la France, c'est nous aussi. Il y a une autre France. Eh bien, c'est ça qui manque des États-Unis d'Amérique. Ça donnerait une force énorme de savoir qu'il y a une force aux États-Unis qui s'intéresse aux autres et qui est capable de nous appeler à des actions communes. Mais on a l'impression... Vous savez, je vous parle bien franchement. Attends, note bien ça maintenant que je lui dis. Le danger pour les États-Unis, c'est comme l'Italie. C'est que vous n'ayez plus de gauche. Plus de gauche. Tout d'un coup,
il y a la droite ou bien la moitié de la droite. Point final. Parce que vous êtes un très grand pays, très étendu. Il faut beaucoup d'argent pour faire de la politique chez vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et votre système médiatique, qui est plus libre que le nôtre, joue le jeu des milliardaires aussi. Donc nous sommes très inquiets, pas seulement de M. Trump, de ce qui peut arriver aux États-Unis. The leaders of the radical left in the USA should do this. They should talk about these issues. They should install themselves as another voice for the USA. We in France, we thought that the voice of Macron actually weakened France internationally. So that's why we took action. I went in Lebanon just before the invasion of Netanyahu. I went in the Democratic Republic of Congo just before the invasion of Rwanda. I went in Canada that was threatened, also in Mexico. And that was to say that France, it's not only Macron. France is also us. There is another France. And I really think that what's missing us is that kind of voice in the USA, another voice in the USA. It would give so much strength to everybody to have this kind of force that could call us to action in regard to what's doing Mr. Trump. Honestly, I'm speaking to you honestly. What I'm fearing also for the USA is what happened in Italy, in Europe, for example, which is that the left is completely erased of the scene. And one day you're waking in, there is only right versus far right, and there is no more left. It has been all eradicated, and I'm very worried that this would happen in the USA because it is such a big country. A country where you need a lot of money to do politics, with a media system that, even if it's, I think, not as bad as ours in France, it's also aligned on billionaires' interest. And I really have a concern for your country, not only in regard to Trump, but also in regard to this. I think our media is worse, but I don't know. Je pense que leur système médiatique est pire. Ah. Oui, pourtant il m'interviewe et pas... Non, rien, laisse tomber. Worst? Well, I think ours is worse. Our media. Yo. Well, I'm not mainstream. I'm talking about like mainstream resources. Lui, il n'est pas un média mainstream, il parle des médias mainstream qui Ah oui, d'accord. Non, j'ai compris. I think our mainstream media plays a very good role of neutering any public discourse about foreign policy, which is laughable when we're the United States of America and we have 800 military bases. So basically foreign policy is domestic policy. And I try to work actively to get people educated on this, to understand the dynamic that each dollar that's spent on bombs could actually be spent on building schools or building roads in the country. And I try to explain to people the reason why you have no social services, the reason why your limited amount of social safety nets that you get are diminishing rapidly, is directly because we are spending all of the wealth that we have and dumping it back into the military-industrial complex. But our media plays a very big role in never talking about it from that front and only talking about foreign policy as it necessitates more and more war. For the liberals, they'll say, oh, we're bombing them because they're homophobic. We're bombing them because they hate women. For the Republicans, they don't really need to say much. They just say, we're bombing them and you're excited. And while Americans see themselves as anti-war, and even Trump ran as an anti-war candidate as opposed to Kamala Harris to some success, saying he was going to end these conflicts, ultimately Americans still go back to the same form of, bomb everyone, who cares, it's all good. Les médias aux États-Unis, ils font un très bon travail pour couvrir, neutraliser et cacher toutes les questions de politique internationale, ce qui est complètement incroyable,
puisque nous sommes un pays qui a 800 bases militaires dans le monde. Donc en fait, pour nous, la politique internationale, c'est comme si c'était de la politique intérieure. Donc moi, j'essaye d'éduquer les gens par rapport à ça, d'expliquer aussi que la raison pour laquelle il n'y a aucune redistribution, la raison pour laquelle tous leurs filets sociaux, le peu qu'ils ont, diminuent, c'est parce que toutes les richesses des États-Unis sont jetées dans le complexe militaro-industriel. Et donc les médias mainstream aux États-Unis, où ils font ce travail pour qu'on ne parle jamais de politique étrangère. Mais tout le monde sinon est d'accord. Par exemple, le centre-gauche, le Parti démocrate, ils vont eux dire si on balance des bombes sur les gens, c'est parce qu'ils sont homophobes et qu'ils n'aiment pas les femmes. Les républicains, eux, n'ont pas besoin de dire grand-chose. Ils disent on balance des bombes sur les gens et c'est juste super excitant. Même Trump, qui a fait campagne sur un truc anti-guerre, en fait revient au truc classique américain où on bombarde tout le monde. Also, do you guys want water? On arrive au bout ou pas là? Ouais, je pense. On arrive au bout. Qu'est-ce qu'il va faire là? Il demande si on veut de l'eau. Should we wrap it up? Oh, I mean, we can. It's up to you guys. But do you want water? I have whatever they gave me in this room. I think this is a soda or something. Oh yeah, that's sparkling. Sparkling or still That's water? still. Qu'est-ce que c'est? I should have asked from the Ça start. c'est de l'eau pétillante et ça moi, c'est je de veux l'eau. de cette eau-là. I should have asked from the beginning. And we got fruits as well if you want some fruits. Yeah, know what this when he got is? shot. Ah ouais, ok. Est-ce que tu sais ce que c'est? The zin Trump. This is, do you know what a zin is? Quand il a pris These une balle are dans like l'oreille, snus. non? Yeah, when he got nicotine. shot. Ah, Nicotine ouais, ok. pouch. Ah, c'est des trucs de... The zin tin. This is, do you know what a zin is? No. These are like snus. Snus, what is it? Nicotine pouches. Ah, c'est des trucs de nicotine. Oh, you smoke? Non. Non? No? Oh, a Frenchman who doesn't Un smoke. Français qui ne fume pas, ça y est. Wow. First time. Et nous avons fait une boîte comme ça. Lui, on a fait une boîte comme ça. We did a small box that looked like this. Et dans les discussions politiques avec la droite, dans les polémiques, In political fight with the right, on renverse la boîte comme ça. Et ça fait Venezuela. we just okay. What? We tipped we have a box that we can tip like this, and does like, I don't know if you're familiar with the concept of the moo box, like the box that you give children. You did Oh, this, yeah, and it makes does a like noise, a cow, yeah. like moo. Uh-huh. And we did such a box that says Venezuela because like the right was also. That's what they always. That's what they say in America too. Really? Yeah, Aux États-Unis YouTube? aussi. that's what Ah they ouais. say in America as well. They say Venezuela whenever they used to say that. They used to say, "Oh, you want this to be just like Venezuela? Do you want water?" Ouais, moi je veux bien. There you Vas-y, go. donne un verre. Ah ben Oh, c'est that's celui-là. Ok, santé camarade. Cheers. Salut les copains. Yeah, we have fruits as well if you want some. Il y a des fruits aussi si t'en veux. C'est bon. The That's okay. hotel. On nous attend à la maison avec des repas copieux. We have like big meals waiting for us. Okay. All right. Well, I don't want to keep you guys any more than all the time that you've given us. So thank you so much. This was a wonderful experience, and it was very enlightening. And I think a lot of people watching in America at home are going to develop a better appreciation, and hopefully start the first steps in developing international solidarity. Il dit que les gens sont là, il nous remercie. Il nous remercie. Et Il il pense dit que ça aide les gens à comprendre. les gens à comprendre et peut-être à faire les premiers pas pour développer cette solidarité internationale. Et nous, on est impressionnés de voir des gens qui résistent, comme lui. We are very impressed to see people resisting like you. Et une fois, je suis allé en Italie à l'invitation d'un groupe qui s'appelle Potere al Popolo. One time I was in Italy invited by a political group named Potere al Popolo. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu viens Nous ne sommes pas sûrs de faire 2%. And they said to me, why are you coming? We're not even sure that we are going to do the 2%. Et j'ai dit, je viens pour que vous fassiez 2%. And I said, I'm here so that you are able to reach 2%. Et moi, je suis certain que s'il y avait aux États-Unis une force politique qui résiste frontalement, vous seriez très, 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 très nombreux. C'est pourquoi des gens comme vous et votre émission sont si importants. Parce que
il faut qu'il y ait un point de départ, il faut qu'il y ait des points d'appui. Il faut qu'il y ait des gens qui vous voient et qui disent « Ah, il est courageux, je veux faire comme lui ». And I'm sure that in the USA, if you had a force that was really resisting and standing up, you would be very, very, very numerous. And that's why it's so important that there is people like you, that there is your show, because like people can see this and say, okay, I want to be like him, I want to think like him. Yeah. Bon courage. It's not. I see myself as someone who tries to unlock people's potential in terms of class consciousness, because I think a lot of Americans do have that feeling inside of them, but they have no outlet, they have no vehicle for it, because the supposed counterbalance against reactionary forces is the Democratic Party, and they're quite similar to Macron, just neoliberal cronies that don't express the real anger and resentment that working class Americans feel. Je me vois comme quelqu'un qui essaye de déverrouiller cette conscience de classe, parce que je pense que chez beaucoup d'Américains, ces sentiments sont présents en eux d'un point de vue confus, mais qu'ils ne trouvent pas le véhicule pour les exprimer, puisque l'opposition aux réactionnaires est censée être le Parti démocrate, qui ne sont que des néolibéraux, donc une fausse opposition. Mais vous verrez le rôle que vous êtes en train de jouer. Parce que c'est votre parole qui circule et elle donne du courage à des gens. Et un jour, le peuple américain n'est pas inerte. Et un jour, il va se mettre en mouvement. C'est sûr. You'll see the role that you're playing because your word, your show is circulating among people, and one day the American people is gonna wake up and be on the move. Et ils penseront, grâce à vos mots et à votre émission, et à d'autres choses sans doute, mais ils vont utiliser votre manière de dire les choses. Vous verrez. And when that day comes, the people will be able to think thanks to your words, and others, of course, but you'll see. All right. Well, thank you so much, everybody. Jean-Luc Mélenchon. Antoine, thank you so much for translating. That was incredible. Yes. Yeah, it was crazy. He was just fast. And thank you so much for coming, guys. This was wonderful. I am going to, of course, go back to the regular stuff right now after I let them leave. So be on the lookout, chat. We're not done yet. Il va continuer, c'est ça? Ouais, il annonce à son chat qu'il va continuer le truc normal. Au revoir, merci beaucoup. À bientôt. Thank you for everything. Nice to meet you. Yeah. Thank you. Go for your bag. Yeah. Oh, can we take a photo? Yeah. Est-ce qu'il veut, tu peux prendre une photo? Ouais, bien sûr. Et toi, viens vite faire la photo aussi. Here. And then, yeah, with that as well. Of course. Est-ce qu'on se met à côté de sa caméra, hein? No, it doesn't show, right? No. Okay, this is fine, right? All right. Thank you. On a nous aussi? Ouais. Good. Bon courage, au revoir. Bye. All right, bye, guys.